Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de Bonjour chez vous, votre rendez-vous matinal d'information politique et parlementaire avec un éclairage sur l'actualité de vos territoires. Dans un instant, place au sénateur du jour. Aujourd'hui, je reçois Henri Cabanel, le sénateur de l'Hérault, membre du groupe radical au Sénat. À 8h, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et puis à 8h30, notre club spécial municipal où nous analyserons les débats entre les candidats à Strasbourg et à Rennes. Mais avant cela, les principaux titres de ce mercredi 24 juin. Le président de la République qui poursuit ses consultations pour définir l'après-coronavirus. Hier, il a déjeuné avec les présidents de groupes politiques au Sénat. Aujourd'hui, il reçoit Nicolas Sarkozy et demain, François Hollande. Les violences policières face aux gilets jaunes. Un policier a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. 4 autres agents ont été mis en examen. Christophe Castaner est auditionné demain au Sénat sur les méthodes d'intervention des forces de l'ordre. Et puis l'Allemagne se reconfine face à l'épidémie de coronavirus. 500 000 personnes sont concernées par ces mesures de reconfinement dans l'ouest du pays. Bonjour Henri Cabanel, sénateur de l'Hérault, membre du groupe radical au Sénat. Bonjour Henri Cabanel. Bonjour. Alors, on va commencer par évoquer les grandes consultations du président de la République Emmanuel Macron pour définir l'après-coronavirus. Hier, il a déjeuné avec les présidents de groupes politiques au Sénat. Tous les sujets ont été mis sur la table. On voit ça avec ce sujet de Fabien Recker. Le chef de l'État envisage un report des élections régionales prévues en mars 2021. Venus parler décentralisation à l'Élysée mardi, les présidents de groupe au Sénat en ont eu la confirmation. Pour Emmanuel Macron, les régions ont un rôle à jouer dans le plan de relance post-Covid, un rôle incompatible avec une campagne électorale. Auprès de l'AFP, Bruno Retailleau a critiqué une forme de chantage. Pour le patron de la droite sénatoriale, le président aurait une drôle de conception, une conception étatique de la décentralisation. Autre confirmation apportée par le président de la République, les réformes de l'assurance chômage et des retraites sont toujours sur la table. J'espérais qu'il nous dirait qu'il abandonnerait purement simplement l'assurance chômage. Non, elle sera adaptée. Que la réforme des retraites serait abrogée. Non, elle va se poursuivre, peut-être sous une autre forme là aussi, mais elle va se poursuivre. Le changement de cap, il est plutôt à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on revient au point de départ. Le chef de l'État poursuit ses consultations toute la semaine. Vendredi, il recevra François Hollande. Henri Cabanel, ce report des élections régionales et départementales souhaité par Emmanuel Macron, est-ce que c'est une manœuvre électorale ? Alors, on est quand même dans une situation très inédite. On n'avait jamais connu une telle situation. Et avant de faire de la politique politicienne, il faut effectivement analyser sur le fond. On a subi donc cette pandémie. Au niveau sanitaire, on peut juger si on a bien géré ou mal géré. Donc là, il y aura un débat certainement qui suivra. Mais au niveau économique, la crise est devant nous. Aujourd'hui, avec la loi NOTRe, nous avons donc donné aux régions un rôle fondamental sur l'économie. Et malheureusement, et j'aimerais que ce ne soit pas vrai, mais ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, par rapport donc à cette crise économique, va être fatal pour nombre d'entreprises. Et je sais qu'aujourd'hui, au niveau local, que ce soit au niveau donc des intercos, des métropoles, des départements, des régions, tout le monde essaye donc d'œuvrer pour limiter la casse. Est-ce qu'une élection régionale, comme le souhaite donc le président dans ses propos qu'il a tenus de la décentralisation, viendrait perturber ses orientations, alors que le temps presse pour sauver les entreprises? Il faut en discuter. Et je pense que la bonne méthode qu'il applique aujourd'hui, c'est la consultation. Consultation, ça ne va pas dire écouter tout le monde, mais qu'au moins chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Et lui, chef de l'État, avec son gouvernement, prendra la décision. Mais je crois qu'il est essentiel quand même de réfléchir sur le fond et d'éviter ce qu'on a toujours trop fait, qui a amené cette défiance des citoyens vis-à-vis donc de l'élite politique, cette politique politicienne. Aujourd'hui, quel que soit nos origines et nos convictions, on sait très bien ce à quoi il va falloir nous affronter par rapport à cette crise économique et on a besoin
plus que tout de se serrer les coudes. Alors, dans l'après-coronavirus, le président de la République l'a dit au président de groupe politique au Sénat, il va maintenir la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites sous une forme peut-être plus apaisée. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière, un retour à la case départ, au monde d'avant ? Mais un peu. C'est-à-dire qu'il a très bien compris les problématiques que soulevait une telle réforme importante, qui est nécessaire, je pense, mais pour laquelle il faut prendre du temps, parce qu'elle va inscrire dans le temps les citoyennes et les citoyennes de ce pays. Donc il faut effectivement prendre du temps pour expliquer et convaincre ce que tous les partis ont essayé de lui dire au moment des débats. Et il s'aperçoit aujourd'hui que peut-être il est temps de revoir la chose et d'être moins directif que ce qu'il ne l'a été, parce que je pense que c'est dans les explications et dans la compréhension de tout ce qu'on arrivera à avancer. Donc pour vous, il ne faut pas abandonner ces réformes, chômage et retraite ? C'était une promesse de mandat. Je pense que peut-être il faut les continuer, mais en ayant une oreille attentive à la minorité, à l'opposition, parce que on fait partie effectivement de ces idées que l'on peut apporter, mais encore faut-il qu'on soit entendu. Alors, hier, face au président de la République, le président de votre groupe radical au Sénat, Jean-Claude Requier, a émis quelques réserves face aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. D'abord, sur le référendum sur l'écologie, c'est une bonne idée ? Alors moi, sur le référendum, je suis très favorable. Alors, on est dans un groupe où chacun exprime ses convictions et a la liberté. Jean-Claude Requier n'a pas l'air très favorable. Pardon ? Jean-Claude Requier n'a pas l'air très favorable. Voilà, mais chacun a ses convictions. Moi, je me dis, comme je l'ai dit en tout début de mes propos, devant la défiance de nos citoyens vis-à-vis des élus, devant le fiasco de ces municipales, même s'il y a eu la pandémie et même s'il y a eu un taux d'abstention record, je suis persuadé qu'il y aurait eu un taux d'abstention supérieur aux élections municipales de 2014, comme il y a eu un taux supérieur aux élections municipales de 2008. Donc on est dans une spirale où effectivement il faut redonner confiance aux citoyens. Et dans la démocratie participative, et j'avais été président d'une mission en 2017 avant les élections présidentielles sur ce sujet, le référendum et faire participer les citoyens, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, la démocratie représentative, que sont les élus que nous sommes, doivent absolument décider. Et ça, je ne pense pas que quiconque le remette en cause. Après, sur les sujets, effectivement, il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord et des sujets sur lesquels il y aura débat. Je vous vois venir dans... Par exemple, sur les 110 km/h sur les autoroutes. Vous êtes pour ou contre ? J'allais en parler. Non, je ne suis pas pour, parce que quand on a vu effectivement le débat très passionné des 80 km/h, le 110 va refaire pareil. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que notre groupe, le RDSE, est très attaché à la ruralité. Et quand on a descendu de 90 à 80, c'est quand même les territoires ruraux en premier qui ont été touchés. Et les gilets jaunes qui se sont déclenchés face à cette mesure-là. Donc je pense qu'il faut être prudent et que ça peut effectivement être une bonne idée avec des arguments de diminuer le carbone, mais il faut faire attention à ne pas mettre tout en avant sur l'écologie. Il faut regarder l'équilibre des territoires. Et aujourd'hui, dans les territoires ruraux, on n'a pas besoin encore plus de diminuer, comme on l'a fait avec les 80 km/h de 230 à 110. Alors on va continuer à parler des autoroutes, puisqu'hier au Sénat, le patron de Vinci Autoroutes a été auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur la privatisation des autoroutes. On en parle avec Fanny Conqui. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour Henri Cabanel. Alors, hier, la commission d'enquête sur la privatisation des autoroutes, commission d'enquête du Sénat, a auditionné le patron de Vinci Autoroutes. Oui, effectivement, les sociétés concessionnaires d'autoroutes gèrent près de 9000 km de voies. 3 groupes concentrent 87% des concessions du pays, une situation de concentration évidemment qui pose question. À la demande du groupe Union Centriste, une commission d'enquête a donc été créée en début d'année au Sénat, car près de 15 ans après les privatisations, un point de situation semblait nécessaire, notamment sur l'évolution des tarifs, sur le prix
payés par les sociétés concessionnaires à l'État sur les travaux réalisés et s'ils font bien l'objet de mise en concurrence systématique, et puis sur les pistes d'évolution pour l'avenir, alors que certains envisagent une renationalisation. Alors hier, Pierre Copé, président de Vinci Autoroutes, était entendu par cette commission d'enquête du Sénat. Il a bien sûr été interrogé sur les profits des sociétés concessionnaires. On le sait, c'est un sujet sensible. Et bien selon lui, ces polémiques viennent avant tout d'une méconnaissance du modèle économique des concessions et du contrat passé avec l'État. Écoutez. On est un peu dans la situation d'un propriétaire qui aurait construit un logement pour un bénéficiaire et qui devrait, avec son loyer, à la fois payer les charges d'exploitation et de maintenance et rembourser le capital et à la fin du bail rendre l'ouvrage dont il ne serait pas propriétaire. Le fait, la méconnaissance de cet aspect-là du schéma explique grandement l'incompréhension qui nous entoure. Alors, autre sujet sensible, c'est la question de la transparence de la gestion de ces sociétés. Sur ce sujet, écoutez la réponse, encore une fois, du président de Vinci Autoroutes. Notre activité est probablement parmi les activités économiques les plus contrôlées de l'économie française par l'État concédant via la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer, par le Conseil d'État via la section des travaux publics, par l'autorité de régulation des transports, par la DGCCRF, par la Commission européenne et j'en passe. Elle est également l'une des plus transparentes. Elle est soumise à des réunions régulières de suivi et à l'obligation de publier de très nombreux rapports. Enfin, Pierre Copé a rappelé quelques chiffres au cours de cette audition. En 2019, Vinci Autoroutes a réalisé un chiffre d'affaires de 5 500 millions d'euros, un résultat net de 1,7 milliard d'euros. Le groupe supporte une dette de 18 milliards d'euros. Et puis le président de Vinci Autoroutes a enfin rappelé qu'ils étaient parmi les premiers contribuables français avec 1,8 milliard d'euros versés au titre de l'impôt l'année dernière. Merci beaucoup Fanny pour ces explications. Alors justement, Henri Cabanel, compte tenu des profits des concessionnaires d'autoroutes, notamment de Vinci Autoroutes, des profits qui sont payés par les automobilistes, est-ce que l'État doit remettre la main sur les autoroutes et renationaliser ? Alors ça, c'est un sujet qui revient souvent à l'ordre du jour. C'est vrai que quelles que soient donc les convictions que nous pouvons avoir les uns et les autres, quand on voit les bénéfices réalisés, 1,7 milliard d'euros, on se pose des questions. Effectivement, la question que l'on doit se poser, pourquoi à un moment donné a-t-on vendu les bijoux de famille ? Quand on cherche donc par tous les moyens de trouver des budgets, là il y en avait un, on le cède et ils font des profits énormes. Je crois que monsieur le président de Vinci, pour ma part, m'a pas convaincu. Le rôle du Parlement et notamment du Sénat dans cette mission d'enquête est essentiel pour faire un petit peu la lumière de ce qui se passe. Et même s'il a dit qu'il était très contrôlé, que c'était très transparent, lui le pense, mais je pense qu'il est le seul, parce qu'on n'aurait pas fait une mission d'enquête si on pensait effectivement que c'était aussi clair que ce qu'il ne l'a dit. Donc je crois qu'il est essentiel de revoir les choses. Alors bon, parler de renationalisation, pourquoi pas, si c'est faisable, mais je ne pense pas que ça le soit. Mais en tout cas, de contrôler me semble la moindre des choses pour que effectivement on puisse être et les uns et les autres rassurés. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait rassuré qui que ce soit dans les propos qu'il a tenus hier. D'accord, donc renforcer le contrôle sur les autoroutes, mais pas nécessairement de nationalisation. Toujours sur les autoroutes, eh bien, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, pour relancer le tourisme cet été, a demandé des péages gratuits sur les autoroutes. Vous êtes favorable ? Bien sûr que je suis favorable. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure. Le plus dur est devant nous. Et je crois qu'on a besoin plus que jamais de solidarité, que ce soit au niveau politique, je l'ai exprimé tout à l'heure, et que ce soit au niveau donc des entreprises économiques. Et aujourd'hui, on sait très bien que Vinci certes va avoir des difficultés comme tout le monde, mais ne sera pas en faillite comme malheureusement beaucoup d'entreprises le seront dans les mois ou les années qui viennent. Donc je pense qu'il faut une certaine solidarité. La présidente Carole Delga a lancé cette idée, pourquoi ? Parce que la région Occitanie est une région touristique où le tourisme pèse énormément. C'est 15% du PIB, alors qu'en France, il est de 7,5%.
Et donc, on a besoin, dans cette crise que nous avons traversée, de soutenir cette filière-là, parce que c'est sans doute une des filières qui a le plus subi cette pandémie, avec donc tous les problèmes économiques qu'il va y avoir derrière. Donc, c'est une excellente idée de pouvoir, le temps donc des congés d'été, de pouvoir faire bénéficier à tous les foyers qui vont emprunter l'autoroute pour venir donc dans le sud passer des congés, de pouvoir bénéficier de cela. D'ailleurs, Vinci l'a fait en offrant la gratuité pour le personnel soignant. Je pense que c'est un effort de solidarité que les entreprises qui aujourd'hui vont s'en sortir mieux que les autres doivent faire vis-à-vis donc de tous les autres et des citoyens. Parce que si on demande un effort à Vinci, il faut savoir que le contribuable, il va en faire. Parce qu'aujourd'hui, toutes les forces qui ont été déployées, que ce soit au niveau local, départemental ou régional, c'est avec les impôts des citoyens. Donc, bien sûr qu'il faut le faire et qu'il faut continuer, mais au détriment d'autres choses. Donc, je pense que la solidarité doit s'exprimer. Et que, voilà, et s'il n'y a pas la gratuité, au moins un effort de diminution des tarifs de péage serait le bienvenu. Alors, dans cette période de relance économique et touristique, est-ce que c'est une bonne idée de fermer beaucoup de liaisons aériennes intérieures pour des raisons écologiques, notamment pour favoriser le train? C'est ce qu'est en train de faire le gouvernement. C'est une bonne idée? Alors, attention, quand on parle donc d'écologie et qu'on parle donc d'aménagement de territoire. Je conçois tout à fait les propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne sur les propositions donc d'une ligne aérienne qui sera à moins de 2h30 donc de Paris. Bon, quand on a la possibilité de prendre le train, il vaut mieux prendre le train, c'est moins polluant, il n'y a pas de problème. Mais il y a une petite dizaine de lignes qui sont donc aidées par la force publique pour le désenclavement des territoires. Et là, je reviens sur la vision qu'a mon groupe en particulier sur la défense des territoires ruraux. Attention de ne pas exclusivement mettre l'écologie en avant, en oubliant donc l'enclavement de certains territoires. Ma collègue donc, du RDSE, Josiane Coste, qui a travaillé là-dessus, qui habite dans le Cantal, elle vous dira toutes les problématiques qu'elle a pour venir en période de confinement ici, continuer à travailler. Elle mettait 7 heures aller, 7 heures retour de train. 15 heures de train pour venir à Paris, donc c'est inconcevable, alors qu'il y a des lignes à Tarbes, pas loin, qui peuvent donc désenclaver les territoires. Donc ok, mais n'ayons pas uniquement la vision qu'écologique, même si c'est important. Il faut effectivement avoir cette vision d'aménagement de territoire. Vous m'avez parlé des 110 km/h tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire qu'avant de descendre donc, la vitesse de 130 à 110, il faut mettre les moyens sur le ferroutage, qui me semble quand même plus important, puisque la pollution donc, au niveau des autoroutes, c'est 20% par les poids lourds. Mais si cela, déjà, ils n'y étaient pas, ils étaient sur des rails, ça nous permettrait donc d'avoir donc, des résultats écologiques supérieurs à ceux qui ne sont aujourd'hui. Alors, dans votre département de l'Hérault, il y a un secteur très important, la viticulture. Vous êtes d'ailleurs viticulteur de profession. Comment a souffert la profession viticole durant cette crise sanitaire et est-ce qu'elle est bien accompagnée par le gouvernement ? Alors la filière viticole, comme d'autres filières, était en crise avant la pandémie. Bien sûr que la pandémie a alourdi la barque et a fait qu'on peut s'inquiéter sur la situation. Mais il y a d'autres filières, l'élevage, l'horticulture, etc., qui ont souffert exclusivement donc, de la pandémie. La viticulture est en crise parce qu'il y a eu donc, les taxations de Trump, il y a eu le Brexit, il y a eu donc, un désengagement des marchés chinois. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait quelques propositions. Lesquelles ? Donc sur 3 axes, une distillation de crise à hauteur de 2 millions. Là, il y a, je pense, un réel problème parce qu'il s'était entendu avec la filière sur 2 millions, mais il risque d'y en avoir 2,8 millions, 3 millions. Donc ça prouve les difficultés dans lesquelles se trouve la filière. Il y a une aide au stockage et il y a donc une exonération de charges patronales sur les salariés et de cotisations sociales des exploitants agricoles, comme il y a eu donc dans plusieurs secteurs économiques. Donc là, les accords, c'est déjà beaucoup. Et c'est bien que le gouvernement ait pris en compte cette situation. Pour la distillation, ils ont déterminé une enveloppe.
je pense que cette enveloppe n'est pas suffisante et qu'il va falloir effectivement que le gouvernement, et notamment Bercy, comprennent qu'il est nécessaire d'aller jusqu'au bout. Et Quel doit être le niveau de l'enveloppe ? Quel doit être le niveau de l'enveloppe ? Aujourd'hui, c'est de 155 millions sur la distillation. Il faut qu'elle soit de 180 pour pouvoir absorber les 800 000 à 900 000 hectos supplémentaires, parce que ça sera nécessaire pour maintenir les marchés. Donc, on a eu la chance dans le groupe d'avoir une visioconférence avec le ministre de l'Agriculture qui m'a dit qui nous a exprimé le souhait qu'il avait de rencontrer la filière pour essayer de faire avancer les choses. Mais bon, quand on voit aujourd'hui l'effort que fait le gouvernement sur certaines filières et les plans de relance, bon, je pense que sincèrement l'agriculture est perdante là-dedans, parce qu'il faudrait un véritable plan de relance comme d'autres pays l'ont fait, même au niveau européen. Et justement, vous parliez du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. La semaine dernière, sur notre plateau, il a annoncé la création d'une assurance récolte pour les agriculteurs face aux aléas climatiques. On voit les mots de Didier Guillaume la semaine dernière sur notre plateau. Il faut que les assurances jouent le jeu. Une assurance, c'est pas uniquement si j'ai besoin de rien, c'est aussi si j'ai besoin de quelque chose. Vous savez, je suis en train de travailler, nous allons mettre en place une assurance récolte pour l'agriculture. Aujourd'hui, il y a tellement d'aléas climatiques, il y a tellement de dérèglements climatiques, qu'il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir de la sécheresse. Aujourd'hui, l'État ne peut plus subvenir à tout cela. Il faut qu'il y ait une assurance qui soit généralisée. Je souhaite que d'ici la fin de l'année, cela se mette en place pour sécuriser, que ce soit un filet de sécurité pour les agriculteurs et pour les producteurs. Henri Cabanel, ça y est, les agriculteurs vont enfin avoir une assurance de récolte contre les aléas climatiques. Et c'est bien. Et je pense que le ministre a tout à fait raison. D'ailleurs, il y a 4 ans, quand j'étais encore au Parti Socialiste et qu'il était président du groupe, nous avions porté avec mon collègue du Gers, Franck Montaugé, une proposition de résolution sur la gestion des risques. Donc vous voyez qu'on avait travaillé déjà en amont et je suis très heureux que ça se concrétise, parce qu'il faut que les exploitations agricoles soient aussi résilientes face donc au changement climatique. Alors on va voir l'actualité de votre département de l'Hérault. C'est la revue de presse avec Fanny Conti. Et Fanny, on commence cette revue de presse de l'Hérault avec un sondage paru dans le Midi Libre ce matin sur les élections municipales à Montpellier. Oui, regardez ce sondage dans le Midi Libre ce matin sur les candidats à Montpellier. Regardez, pour le second tour des municipales qui a lieu dimanche, eh bien, Mickaël Delafosse, le candidat socialiste, arriverait en pole position avec 40% des voix. Le maire sortant d'Hiver Gauche, Philippe Sorel, obtiendrait 35% des voix. Et le troisième candidat, Moed Altrad, serait à 25% des voix. Résultat évidemment dimanche. Une réaction, Henri Cabanel, sur ce sondage à Montpellier? Écoutez, comme d'habitude à Montpellier, c'est très spécifique, c'est très serré. Moi, j'ai le souvenir en 2014 donc, de sondages juste avant les élections qui donnaient Philippe Sorel perdant. Et à la fin, il a gagné. Donc il faut se méfier des sondages, même si aujourd'hui, je dois reconnaître que Mickaël Delafosse a fait une bonne campagne. Mais on doit reconnaître, que ce soit à Montpellier ou ailleurs, que ces élections municipales 2020 ont été un véritable fiasco. Quand on voit le taux d'abstention qu'il y a, on peut se poser des questions, et je crois qu'il faudra quand même que le Parlement se saisisse donc d'une réflexion sur la citoyenneté et sur notre démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y a, je pense, du boulot à faire. Et on enchaîne avec un article du site de La Dépêche sur la scolarité de Robert Ménard, le maire de Béziers. Oui, effectivement, le site de La Dépêche nous propose un petit retour en arrière ce matin sur la scolarité mouvementée de Robert Ménard. Robert Ménard, maire de Béziers, réélu, on le sait, au premier tour en mars dernier avec plus de 68% des voix. Et on apprend effectivement que Robert Ménard a été mis à la porte de plusieurs établissements au cours de sa scolarité, notamment en première à cause d'une dissertation où, je cite, « J'avais fait part à ce moment-là de mon scepticisme sur un certain nombre de choses qui m'ont coûté plusieurs jours de renvoi. » Henri Cabanel, Robert Ménard, c'est un personnage qui clive depuis toujours. Ah, c'est quelqu'un de très spécial. Effectivement, c'est quelqu'un de provocateur. On l'a vu d'ailleurs dans les politiques de communication qu'il a menées sur la ville de Béziers.
Voilà, mais je pense que c'est en lui, il a toujours été comme ça. Après, on ne peut pas lui reprocher le travail qu'il fait quand même, parce que il est sur le terrain et il exprime en tout cas le désir qu'ont les citoyens à travers donc, la vision qu'ils peuvent avoir d'un maire. Il est présent, on n'a jamais autant parlé de Béziers que ce dont on parle depuis qu'il est à la tête de Béziers. Par contre, c'est vrai que les convictions qu'il a et les mots qu'il a sur la communication peuvent effectivement choquer. Et moi, personnellement, souvent, elle me choque. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, auquel on ne peut pas empêcher de dire ce qu'il a envie de dire. Alors, il a été réélu dans un fauteuil à la mairie de Béziers. Est-ce que vous pensez qu'il peut conquérir la métropole de Béziers? Alors, c'est pas une métropole. L'agglomération de Béziers. Mais il est en bonne position, je dirais qu'il tient la corde. Effectivement, quand on est élu avec un taux aussi important, 68%, on a suffisamment de sièges sur la commune de Béziers qui lui permettent, en s'alliant à une ou deux communes, de pouvoir avoir une majorité confortable. La dernière fois, ça ne s'est pas passé parce que les conditions n'étaient pas aussi remplies qu'elles le sont aujourd'hui. Mais bon, je pense que, voilà, au niveau donc des élus de l'agglomération Béziers-Méditerranée, on se battra pour effectivement lui présenter un candidat qui, je l'espère, ne lui permettra pas d'être président de l'agglo. Mais bon, aujourd'hui... mais bon, après, au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger son territoire et il faudra respecter la démocratie telle qu'elle sortira des urnes de l'agglo. On enchaîne avec un article sur le site actu.fr sur les poissons gloutons qui sont de retour sur les plages héroltaises. Alors qu'est-ce que c'est les poissons gloutons, Fanny? Oui, effectivement. Vous allez voir cette photo de cet article sur le site actu.fr ce matin. Le département renouvelle l'opération destinée à sensibiliser le public à la pollution plastique sur le littoral. On le voit, ce sont de grands poissons qui permettent de récolter et trier les bouteilles et les déchets en plastique. Un gage de propreté des plages aussi pour les vacanciers alors que la saison estivale commence. Merci beaucoup Fanny pour cette revue de presse de l'Hérault. Henri Cabanel, un mot sur le tourisme en Hérault. Il a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Oui, et du confinement. Beaucoup souffert et on se fait beaucoup de soucis sur la reprise qui met du temps à venir, mais bon, je ne doute pas qu'elle va se faire. Oui, l'économie touristique dans le département de l'Hérault est l'économie la plus importante. Il y a, je crois, 1,5 milliard, 1,7 milliard de chiffre d'affaires dans le département de l'Hérault avec des centaines de milliers d'emplois. Donc il est évident qu'il faut être très vigilant sur ce qui va se passer. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la région, du département et des collectivités locales, tous ont bien compris l'effort qui doit être fait pour relancer la machine. Mais bon, ça ne va pas être évident. Mais on y croit. Et on y croit. Merci beaucoup Henri Cabanel d'avoir été le sénateur du jour ce matin sur le plateau de Bonjour chez vous. Dans un instant, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Mais avant cela, parlons des consultations du président de la République Emmanuel Macron qui a reçu les présidents de groupes politiques au Sénat hier à l'Élysée. Alors, que se sont-ils dit? On voit ça avec la réaction du sénateur Les Républicains, Max Brisson. Il consulte beaucoup les parlementaires. Vous appréciez quand même cette démarche? Oui, moi je trouve quand même qu'il y a une petite anomalie. Vous vous rendez compte, cela fait 3 ans que le président de la République est élu. C'est la première fois qu'il rencontrait le Sénat dans sa diversité. Ça en dit long peut-être aussi dans la première partie du quinquennat, la manière dont le Sénat a été traité. Parce que c'est la première fois que les présidents de groupe, donc le Sénat, dans sa diversité politique, accompagnaient le président Larcher pour cette rencontre avec le président de la République. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est fait. On peut. Alors après, moi je trouve qu'il y a quand même. Il y a beaucoup de confusion. C'est le en même temps qui pose problème. Par exemple, le président a parlé de liberté locale et de décentralisation. Mais sur le terrain, on s'aperçoit aujourd'hui que sur les fonds européens, par exemple, il y a plutôt une volonté de recentralisation. Donc on a un président qui recentralise, et là actuellement il y a un vrai sujet sur les fonds européens, sur les fonds du FEADER, et parallèlement on a un discours sur les libertés. Donc sur la décentralisation, moi j'attends beaucoup, parce que je suis profondément un élu girondin, parce que je suis un élu du Pays Basque et du Béarn. Mais qu'est-ce que c'est la décentralisation? C'est pas des mots, c'est le transfert de compétences, de services de l'État et de moyens de l'État.
La décentralisation en 1982 ou en 2004, ça a été clairement des fonctionnaires d'État, avec leurs moyens, qui sont devenus des fonctionnaires de collectivités territoriales. Tout le reste, c'est de l'enfumage. Et je crains que l'on ait une décentralisation qui soit largement caractéristique d'une méthode où on aura de grands mots, les libertés locales, et une réalité, une tentation recentralisatrice. Alors cela a été dit, j'ai écouté M. Caner, les socialistes nous ont montré comment faire. Une fausse loi de décentralisation, c'est la loi NOTRe. On prend aux uns et on donne aux autres, mais on ne prend pas à l'État. Si on veut décentraliser, il s'agit de compétences de l'État. Et on a bien vu sur la crise sanitaire, par exemple, que les collectivités ont été plus réactives. Il leur faut donc plus de moyens, plus de liberté, plus de compétences et plus de services déconcentrés. Et l'État aussi doit se déconcentrer parallèlement à la décentralisation. C'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Et pour la représenter aujourd'hui, qui mieux que Denis Caro, le patron des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Éric Ciotti, on va commencer par parler de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête. Et aujourd'hui, vous auditionnez le professeur Didier Raoult, un grand personnage de cette crise sanitaire. Didier Raoult qui a dit hier dans les colonnes de La Provence qu'on aurait pu faire deux fois moins de morts en France dans cette crise du coronavirus car on n'a pas assez soigné. Est-ce qu'on s'est trompé de stratégie sanitaire ? Ça sera l'objet de cette commission d'enquête. La réponse à cette question fera partie des conclusions que la commission d'enquête et le rapporteur que je suis seront amenés à émettre dans quelques mois. Ce sont ces questions que nous posons. Quelle a été la pertinence de la stratégie sanitaire ? Quels ont été les moyens? Ont-ils été suffisants pour y faire face? On a déjà bien avancé. D'abord, je veux dire que cette commission travaille bien. Et ça, c'est déjà un point positif. Il y avait des inquiétudes au début entre la présidente Brigitte Bourguignon et les membres de la commission. On a conduit la semaine dernière notamment un travail de très grande qualité qui nous a permis déjà de beaucoup avancer. On a avancé sur la question des masques où on a pu mesurer que nous avions à peine un peu plus de 100 millions de masques au début de la crise, que les commandes essentielles n'ont été passées qu'au mois de mars. Donc il y a eu ce délai très long, ce manque d'anticipation et surtout que nous avions, que les autorités sanitaires, que la ministre de la Santé, que le directeur général de la Santé avaient en leurs mains des notes de scientifiques qui disaient il faut 1 milliard de masques. Qu'ils avaient également une note disant que la plupart des masques étaient périmés. Or, quasiment aucune commande depuis dans la période où il y a eu ces notes, c'est-à-dire septembre 2018, jusqu'à la crise, n'ont été faites. Donc on a avancé, je prends ce sujet concret. Aujourd'hui, on aura une figure de cette crise, le professeur Didier Raoult, qui a été au cœur de controverses. D'ailleurs, on posera la question sur l'utilité de ces controverses dans une période de crise. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une unité de la communauté scientifique? Pourquoi il y a eu ces blocages? Je lui poserai personnellement la question parce que il y a le débat sur l'hydroxychloroquine, bien sûr, qui a animé les commentaires et les tensions, mais il y a aussi, et surtout, je dirais peut-être, la stratégie de test du professeur Raoult, qui là est incontestablement une très grande réussite. Pourquoi lui a réussi et pourquoi en France, on a ce constat dressé par le président du Conseil scientifique au début de la crise, à peine 3000 tests par jour en France, 50 000 en Allemagne. Et toutes nos auditions nous disent qu'on a manqué de ces éléments et qui nous ont conduit à un confinement sans doute plus drastique. Éric Ciotti, justement, sur les tests, le professeur Raoult dit qu'il fallait vraiment tester tout le monde, même les patients sans symptômes, des patients sans symptômes qui avaient des lésions graves aux poumons. Mais la stratégie du Conseil scientifique, ce n'était que de tester les patients avec symptômes. Il y a vraiment une erreur là sur ce point. Ce n'était pas la stratégie du Conseil scientifique, c'était la stratégie du ministre de la Santé, parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire ces tests et parce qu'il y a eu des blocages administratifs, bureaucratiques qui ont empêché, par exemple, que les laboratoires vétérinaires, on en a un dans le département des Alpes-Maritimes, puissent être associés à la crise, que les laboratoires privés, ça a mis un temps fou pour que les laboratoires privés soient mis dans la boucle. À Nice,
dans ma ville, les tests étaient faits à Marseille pendant presque 3 semaines. On n'avait pas pu mettre en place les tests. Donc il y a eu ces retards. Et puis il a manqué à peu près tout, de réactifs, des couvillons pour faire les prélèvements. Donc il faut qu'on sache pourquoi il y a eu quelque part ce déficit de moyens. Mais ce qui est clair, c'est que l'Institut universitaire, hospitalo-universitaire, l'IHU du professeur Raoult, a eu une extraordinaire réussite sur les tests. Et donc, voilà. Dans cette fameuse controverse sur la chloroquine avec le professeur Raoult, beaucoup de personnalités à droite ont soutenu l'utilisation de la chloroquine. Est-ce que le professeur Raoult n'est pas devenu un idole politique de la droite ? Je crois que la question ne se pose pas en ces termes, c'est une question scientifique. Moi, j'ai été un peu surpris. Est-ce que les responsables politiques devaient s'engager sur ce point ? J'ai été surpris par la violence des réactions de part et d'autre. C'est un débat qui doit être scientifique, serein. Nous lui poserons cette question. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Il faut, dans une période de crise, il y a une mobilisation générale et tout le monde doit... voilà, le professeur Raoult y a participé. Les attaques, la violence aussi des attaques contre lui, quelque part, m'a choqué. Alors, parlons du risque de deuxième vague. L'Allemagne reconfine l'ouest du pays, ça concerne 500 000 personnes. Et justement, ce risque de deuxième vague, il ressort dans les premières auditions Absolument. de votre commission d'enquête ? Oui, le conseil scientifique, le professeur Delfrécy, les épidémiologistes que nous avons entendus, pour beaucoup... avec des réserves, mais évoquent la probabilité d'un rebond ou d'une deuxième vague. Certains disent... ce n'est pas la deuxième vague, mais ce seront des clusters. Hier, l'ancien directeur général de la santé, William Dab, nous a dit ça. Donc, il faut être prêt. Et c'est l'objectif de cette commission d'enquête. Ce n'est pas de faire un procès politique, ce n'est pas de faire un procès judiciaire. Il y a des instances pour ça. Les Français jugeront comment le gouvernement a géré cette crise. J'ai mon avis, vous le connaissez. S'il y a des responsabilités pénales, notamment dans la prise en compte de nos aînés dans les EHPAD, parce que c'est un sujet majeur que l'on va aborder, 10 000 morts dans les EHPAD, est-ce qu'ils ont été pris en charge suffisamment dans les hôpitaux? Est-ce qu'ils ont été soignés? Mais nous, ce que nous voulons, c'est dire si demain, par malheur, ça se reproduit, est-ce que nous serons prêts? Nous n'avons pas été prêts en janvier, nous n'avons pas été prêts en février, nous n'avons pas été prêts en mars. Il faut qu'on soit prêts en septembre ou en octobre. Voilà. Éric Ciotti, est-ce qu'on va trop vite dans le déconfinement? On a vu par exemple des images de foule dimanche lors de la fête de la musique. Quand on voit effectivement la situation en Allemagne avec ces 600 000 personnes qui vont être reconfinées, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question? Bien sûr, cette question se pose, mais avant ces images de la fête de la musique, je peux comprendre qu'il y ait l'envie des Français qui ont été confinés d'avoir aussi des moments de détente. Mais il y a eu ces images, rappelez-vous, ces manifestations, 25 000 personnes à Paris devant le tribunal judiciaire pour une manifestation interdite. Quand on tolère ça, après, il n'y a plus de limite. On ne peut pas, soit on a une rigueur pour tout le monde qui s'impose, mais on ne peut pas dire, les manifestations, c'est pas grave, tout le monde est confiné, tout le monde est serré, et puis après, le reste, on ne peut pas être à plus de 10. Quand on a donné cet exemple, quand le gouvernement a baissé la garde, a dit, on laisse faire la manifestation, ce qui était une folie sanitaire en pleine période de risque, elle était interdite, mais on l'a tolérée. À partir de là, les vannes sont ouvertes. Bien sûr que c'est dangereux, bien sûr que c'est risqué et bien sûr que c'est irresponsable. Éric Ciotti, on va évoquer une page judiciaire et notamment les liens entre la justice et la politique avec deux affaires. D'abord, l'affaire Alexis Kohler et un rebondissement dans cette affaire. Alors, j'explique le contexte. Le secrétaire général de l'Élysée faisait l'objet d'une enquête du parquet national financier pour avoir dissimulé ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur MSC. Cette enquête a été classée sans suite, mais hier, Mediapart a révélé une note écrite par le président de la République, Emmanuel Macron, qui dédouane Alexis Kohler sur ses liens avec MSC. Et après cette note personnelle, elle a été transmise au parquet national financier qui a donc ensuite classé l'enquête sans suite. Est-ce que c'est une intervention du président de la République dans une affaire judiciaire? Bien sûr, c'est une intervention et la question se pose avec bien sûr cette intervention de la suite judiciaire qui a été réservée, parce qu'on a l'impression
que les deux aspects sont liés, l'intervention du président de la République et puis le classement dans une période un peu particulière au parquet national financier. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il y a comme question? Il y a la question de l'indépendance de la justice, et notamment de l'indépendance du parquet national financier. Pourquoi ce parquet national financier a été créé? Personnellement, je considère qu'il n'y avait aucune justification à créer ce parquet national financier. On a une justice qui est organisée, il y avait le parquet de Paris. Ce parquet national financier pèse sur lui le soupçon d'une juridiction politique voulue par François Hollande pour régler ses comptes avec ses adversaires. Et depuis qu'il y a l'existence de ce parquet national financier, on a quand même le sentiment que systématiquement les opposants du pouvoir sont les cibles, et on l'a vu de façon totalement scandaleuse avec François Fillon, et que de l'autre côté, ceux qui sont proches du pouvoir bénéficient d'une beaucoup plus grande indulgence et d'une plus grande clémence. Donc c'est ça qui pose un problème démocratique majeur. Mais cette affaire Fillon et les révélations qu'a fait Madame Oulette, l'ancienne procureure nationale financière à l'époque, sont stupéfiantes, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a le cours de la France qui a été modifié. Parce que si François Fillon n'avait pas été mis en examen avec la rapidité, avec la célérité, sans aucune forme de débat contradictoire, avec une enquête préliminaire totalement à charge, avec la désignation d'un magistrat qui, en un week-end, alors qu'il est nommé le vendredi soir et qu'il ne devrait pas être nommé, parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ne peuvent pas pourtant être soupçonnés de grande amitié ni filloniste ni sarkozyste, on le sait, qui disent c'est la juge Simon qui devait être désignée, mais on fait en sorte de façon procédurale avec un petit subterfuge que ça soit le juge Tourner. Et le juge Tourner, il ne cherche pas à comprendre. En 48 heures, sans regarder le dossier, par miracle, il décide la mise en examen de François Fillon. On savait que François Fillon avait dit « si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat ». Donc les conséquences politiques, elles sont gigantesques. Elles sont énormes. Est-ce qu'il faut refaire les débats de ce procès? Bien sûr, mais François Fillon le demande, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner de la sérénité. Il faut arrêter, il faut sortir la politique de la justice. C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il en va de la vitalité de notre démocratie. Mais si c'était passé ça en Hongrie ou en Russie, mais qu'aurait-on dit? Mais nous sommes dans une démocratie, c'est notre démocratie qui est fragilisée. C'est un scandale d'État, il faut aller au bout de cette affaire, parce qu'il y a eu des conséquences terribles pour le pays. Alors justement, comment interprétez-vous la décision d'Emmanuel Macron de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans cette affaire? C'est une bonne chose. Je l'ai demandé, donc je ne vais pas dire le contraire. Je lui ai écrit dès qu'on a eu ces éléments la semaine dernière. Il n'a pas tardé à le faire. J'ai immédiatement écrit à Emmanuel Macron. Il ne m'a pas répondu à mon courrier, mais j'ai vu que j'ai la prétention de dire c'est uniquement pour ça. Mais j'ai fait également une autre chose. J'ai écrit à Mme Belloubet pour lui demander de saisir le parquet pour qu'il y ait une enquête judiciaire. Il faut qu'il y ait une enquête judiciaire aujourd'hui. Ce qu'a dit sous serment Mme Oulette relève de faits extrêmement graves qui peuvent relever de la forfaiture. Donc il faut qu'il y ait une enquête judiciaire. Naturellement, l'inspection des services judiciaires, mais moi je crois qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait un juge d'instruction qui, de façon indépendante, instruise et regarde ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi il y a eu des pressions? Pourquoi il y a eu la désignation d'un juge qui n'aurait pas dû être désigné? Pourquoi il y a eu cette mise en examen sans caractère contradictoire? Parce qu'il en va de la confiance de nos concitoyens, d'abord dans l'institution judiciaire, mais au-delà dans notre fonctionnement démocratique. Parce que si on peut éliminer le principal opposant du pouvoir à un mois de la présidentielle, où va-t-on? Où va-t-on? Ça ne s'était jamais vu. Vous savez, il y avait toujours eu dans la Ve République cette idée
qu'à quelques semaines d'une élection, quelle qu'elle soit, il y a une trêve judiciaire. Parce qu'il ne faut pas que la justice soit instrumentalisée. Et là, manifestement, on s'en est servi, et que la justice modifie le cours du processus électoral et démocratique. Alors, Éric Ciotti, on va évoquer les violences policières, mais avant cela, une question rapide sur la lutte antiraciste et la statue de Colbert à l'Assemblée nationale qui hier a été taguée avec l'inscription négrophobie d'État. Vous avez été choqué par ce tag ? Oui, j'ai été choqué qu'on dégrade un bâtiment public. Hier, il y a eu 2 dégradations. Il y a eu l'Assemblée nationale, mais il y a eu aussi le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Avec le militant d'Extinction Rébellion qui s'est enchaîné. Voilà, et puis avec des jets de sang sur les murs du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est totalement ahurissant en matière de maintien de l'ordre que M. Castaner ne soit même pas capable, on savait qu'il n'était pas capable de protéger les Français, mais qu'il n'est même pas capable de protéger son ministère à 50 mètres de l'entrée du palais de l'Élysée. Ça démontre combien nos outils de protection se sont extraordinairement affaibli. Mais arrêtons avec ces débats. On juge avec des valeurs qui d'ailleurs viennent d'autres pays, des États-Unis, et nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. Les États-Unis, on peut comprendre l'extrême émotion, la sensibilité. C'est un pays qui a été ségrégationniste, qui a été esclavagiste. La France, c'est le pays des Lumières qui s'est extrait très vite de tout ça. Donc on juge avec les valeurs des États-Unis au XXIe siècle de ce qui s'est passé il y a 500 ans, donc c'est pas, ou un peu plus tôt, mais c'est pas crédible. On va juger les hommes des cavernes avec nos valeurs aujourd'hui. Non, arrêtons de réécrire. Voilà, l'histoire c'est un bloc. L'histoire elle a ses zones d'ombre, de lumière. Il y a des figures. Elles ont fait la France, elles ont fait évoluer, progresser dans un esprit de démocratie. Arrêtons cette culpabilisation permanente qui est vraiment ridicule. Alors au-delà du débat sur le racisme, on va parler des violences policières avec des policiers qui ont été condamnés ou en tout cas mis en examen par la justice pour leur violence face aux gilets jaunes. Un policier condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir matraqué une retraitée gilet jaune, et puis 4 policiers ayant frappé des gilets jaunes dans un restaurant en décembre 2018 ont été mis en examen. Cela montre quand même qu'il y a beaucoup de violences policières dans notre société aujourd'hui. Il peut y avoir, et vous évoquez des faits qui ont posé problème, difficultés, et ils sont contrôlés. Et ils sont sanctionnés. Vous savez, l'année dernière, l'Inspection générale des services a conduit 1400 enquêtes. Et il y a eu presque 300 sanctions administratives et il y a eu 32 révocations. Quelle profession peut dire qu'il y a le même autocontrôle ? Voilà, les policiers n'ont pas droit à l'erreur. Il y a des professions qui peuvent faire des erreurs. On parlait des magistrats tout à l'heure, quelquefois sans aucune sanction, sans aucun contrôle. Il y a un contrôle total sur la police. Alors après, il y a des faits et ces enquêtes se déroulent. Et s'il y a des fautes, elles seront sanctionnées. Et c'est normal. Mais vous parlez de violence policière. Je récuse ce chiffre. Il y a des faits qui relèvent d'enquête ou de condamnation. C'est une chose. Après, on ne peut pas dire que de façon systémique, comme cela a été fait et quelque peu accrédité par le ministre de l'Intérieur qui a lâché ces hommes, il y a une violence policière. La police, je rappellerai, d'abord subit des violences au quotidien. Parce que si elle fait usage de la force, dans certains cas, pour procéder notamment à des interpellations, c'est parce qu'elle-même subit des violences. Vous savez, l'année dernière, c'est le rapport de l'IGPN, et il y a eu, je crois, 110 faits où, lors d'interpellations, des personnes ont été blessées par les policiers ou les gendarmes. Enfin, en tout cas, ont été blessées par an. Et il y a chaque jour, il y a 30 policiers et gendarmes blessés en mission et en service, et il y a 107 agressions, ce sont les chiffres de 2018, 107 agressions en moyenne par jour contre un policier et un gendarme. Donc il y a, le problème c'est la montée de la violence dans notre société. Et pour faire face à cette violence, ce sont les policiers qui sont le seul rempart, le dernier rempart, pour qu'on puisse toujours continuer à vivre ensemble. Parce qu'autrement c'est quoi ? C'est la loi des Tchétchènes, c'est la loi d'autres communautés religieuses, c'est la loi de la violence, du plus fort, de ceux qui... vous savez, on a vu ces images dans le McDo, là, je crois, où les policiers ont été mis en examen. Mais resituons ce contexte, c'était le 1er décembre. Les policiers ont défendu la République.
l'Arc de Triomphe, ce jour-là, a été pillé. C'était d'une violence totale. Des gens appelaient à aller à l'Élysée. La réalité, elle est là. Ils ont défendu la République, ils ont défendu nos institutions. Après, on peut comprendre que harceler pendant 11 heures la compagnie de CRS qui a été mise en cause, enfin les hommes de cette compagnie, ils avaient travaillé 11 heures pour sauver la République. Et on va, voilà, bon, il y a des images que j'ai vues qui peuvent être choquantes, en effet. Mais remettons tout ça dans le contexte. Ne prenons pas une image déconnectée totalement de la réalité globale. Ciotti, on va enchaîner avec une question sur le terrorisme. Denis Caro. 10 enfants de djihadistes ont été rapatriés en France cette semaine au nom de l'accueil humanitaire. Est-ce que la France pouvait faire autrement et doit faire autrement ? Je soutiens le rapatriement de ces enfants, bien sûr. Il y a cette question humanitaire. Ces enfants, ils sont pour rien dans la dérive, dans le délire de leurs parents. Voilà, ce sont des... Quelquefois, ils sont nés sur les théâtres de guerre terroristes. Donc oui, on a ce devoir de protection des enfants. Après, il faut être naturellement vigilant dans la façon dont ils vont se reconstruire en France. Mais bien entendu, moi, je soutiens, comme je suis, tout autant que je suis viscéralement opposé, au retour de leurs parents ou de ceux qui sont allés combattre sur les zones de guerre et qui, eux, ont fait un acte de rupture totale, définitif. C'est un aller qui ne peut être s'accompagner d'un retour, en déniant toutes nos valeurs, tout ce que nous croyons, en allant vers cette abomination islamiste. Éric Ciotti, toujours sur le terrorisme, le port du bracelet électronique pendant 10 ans pour des terroristes ayant déjà purgé leur peine. Ça a été voté lors d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale portée par des députés La République En Marche. C'est une bonne mesure ? Je l'ai soutenu, et d'ailleurs, sur ce bracelet électronique, c'est sans doute... C'est pas un peu une double peine, c'est pas antidémocratique? Non, c'est pas une double peine, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai soutenu cette mesure qui avait été retirée par la majorité En Marche, en tout cas par la présidente de la commission des lois, et c'est parce que justement on a fait pression que ce bracelet est revenu avec quelques députés En Marche, comme Jean-Michel Fauvergue, qui se sont un peu rebellés parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on enlève cette mesure. Je souligne d'ailleurs que la garde des Sceaux était hostile au bracelet électronique. Donc c'est parce qu'il y a eu des députés de bon sens, et j'ai porté cette voix lundi soir dans l'hémicycle jusqu'à 1h du matin, qu'on est arrivé à ce résultat. Et du coup, j'ai voté ce texte. Mais de quoi s'agit-il? On a aujourd'hui 500 terroristes islamistes condamnés, et à peu près 1 millier de radicalisés, la garde des Sceaux a dit moins, mais les syndicats d'agents pénitentiaires disent presque 2000, qui vont sortir de prison dans les années, dans les mois à venir. 150 dans les 2 prochaines années. Ils sont extrêmement dangereux. On nous l'a dit, le procureur national antiterroriste a dit sa terreur, c'est ses mots, sa peur devant cette situation. Et il nous a dit que quasiment tous n'étaient pas récupérables. Donc ils présentent un danger majeur quand ils vont sortir. Ils ont purgé une peine. Là, il s'agit de protéger la société contre des bombes humaines. Et il faut qu'ils soient sous contrôle. Et moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, qu'ils soient placés définitivement en rétention de sûreté. Le gouvernement n'a pas suivi. Mais placés en rétention après leur peine. Bien sûr, parce qu'ils représentent un danger. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, validé par le Conseil constitutionnel, pour les criminels sexuels, pour les pédophiles. Le danger, il est d'une même nature. Parce que pendant combien de temps cette rétention de sûreté? Tant qu'ils sont dangereux. Très bien. Tant qu'ils sont dangereux. Parce que ce qui compte, c'est la protection de la société, d'abord, et pour moi, c'est ce qui prime. Éric Ciotti, on va finir par la campagne municipale avec une question de Denis Caro. Alors, pour les municipales, on a vu que La République En Marche était dans une situation très compliquée. C'est une élection difficile pour le parti présidentiel, qui du coup a noué des alliances avec les Républicains. Ces alliances, est-ce qu'elles ne risquent pas de continuer à brouiller l'image du parti de droite? D'abord, quelques chiffres. Il y a 272 villes de plus de 30 000 habitants dans notre pays. Les Républicains ont investi de 220 candidats. Il y a au second tour, 6 rapprochements locaux. Voilà, donc la réalité des chiffres, on ne peut pas dire... Mais dans des villes qui ne sont pas moindres. Et nous avons toujours, avec Christian Jacob, veillé à ce qu'il y ait une étanchéité forte. Voilà, après, il y a des sujets locaux, et que, voilà, notamment pour faire obstacle à l'extrême gauche,
qui peut prendre certaines villes où les amis de M. Mélenchon, au PS et aux écologistes. les amis de M. Mélenchon sont en mesure demain d'installer leur idéologie dangereuse. Donc moi, vous me connaissez, j'ai toujours été viscéralement hostile à toute forme d'alliance. Je suis pour la clarté, voilà. Et c'est cette ligne qu'avec Christian Jacob, nous défendons, nous défendrons et que nous allons bien sûr défendre pour les élections nationales. Mais voilà, au premier tour, ça a été un très beau succès pour les Républicains. 56% des villes de plus de 9000 habitants ont été gagnées par les Républicains ou leurs alliés que nous avons soutenus. Le résultat, il est là. C'est une bérésina totale pour En Marche, qui n'existe plus, qui est en mesure de gagner aucune grande ville aujourd'hui dans notre pays et qui, quelque part, a voulu se rallier à des maires qui avaient réussi. Je pense le maire de Bordeaux, je pense le maire de Toulouse, bon, dont acte, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rapprochement structurel. Merci beaucoup Éric Merci. Ciotti, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Denis Caro. Demain, l'invité politique de Bonjour chez vous sera Pierre Persson, le député La République En Marche de Paris. Tout de suite, le Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Un club des territoires spécial municipal en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les indés radio. Aujourd'hui, avec notre bande de journalistes et de sondeurs, nous parlerons de la campagne municipale et des débats entre les candidats, notamment à Strasbourg et à Rennes. On évoquera aussi les alliances entre La République En Marche et les Républicains. Mais avant cela, on va voir les dernières infos de cette campagne municipale. C'est avec le journal de campagne de Fanny Conquis. Rebonjour Fanny, alors quelles sont les dernières infos de cette campagne municipale ? Oui, bonjour à tous. On commence ce journal de campagne à Champigny-sur-Marne et c'est peut-être un renversement historique qui se prépare. La ville est dirigée depuis 1950 par les communistes. Ce fut notamment le fief de Georges Marchais, figure du PC. Eh bien, pour cette municipale, le candidat de droite menace. Laurent Jeanne est arrivé en tête au premier tour avec plus de 39% des voix. Le candidat communiste et maire sortant, Christian Fautré, est donc arrivé second pour sauver le bastion communiste. Eh bien, au second tour, l'ensemble de la gauche s'est donc uni pour vaincre la droite. Résultat, dimanche. On prend maintenant la direction de Marseille. Michèle Rubirola, la candidate du printemps marseillais, s'est livrée au jeu des confessions dans une émission pour le web, l'Aparté politique. 30 minutes d'entretien où elle est revenue sur son enfance, son parcours familial, ses origines, ses hobbies, notamment le sport et la musique. Et évidemment, Michèle Rubirola, est aussi revenue sur son parcours politique et sur son programme. On se souvient de ce terrible événement, l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne en 2018. La candidate du printemps marseillais veut donc déclarer le logement grande cause municipale. Écoutez. D'abord, on s'engage à appliquer la charte du relogement que la ville a signée mais qui n'a jamais été appliquée. Donc c'est la charte du relogement que les citoyens ont signée avec l'État, la ville de Marseille, plusieurs partenaires. Et nous, on s'engage déjà de faire le point sur tout le patrimoine municipal qui est disponible pour être des appartements tiroirs, le temps que les immeubles en péril, les gens qui ont été délogés puissent retrouver des appartements. Donc, première mesure, réquisition d'appartements vacants. Et l'État a sorti dernièrement des aides pour que des territoires qui se porteraient volontaires pour lutter contre le logement indigne puissent bénéficier de certaines mesures. Je veux que Marseille se porte dans les territoires volontaires pour bénéficier des aides pour lutter contre l'éradication du logement indigne. Voilà donc pour cet extrait de l'émission web L'Aparté politique. Je vous propose maintenant de regarder comment se passe la campagne du côté de Saint-Brieuc. Regardez, Hervé Guillard et Richard Rouxel s'affrontent donc pour le second tour. Je vous rappelle les résultats du premier tour en mars dernier. Un premier tour marqué par une très forte abstention, 62% d'abstention à Saint-Brieuc. Alors pour ce second tour, Hervé Guillard, candidat de la gauche, sera donc face à Richard Rouxel. Au premier tour, le candidat de la gauche avait obtenu 31,8% des voix. Le candidat du centre droit avait obtenu 21,27%
40% des voix pour ce second tour. Il a finalement fusionné sa liste avec celle du centriste Corentin Poilboux, arrivé 3e. On termine ce journal de campagne avec un débat hier à Strasbourg. Les dernières nouvelles d'Alsace, en partenariat avec Public Sénat, proposaient hier donc un débat entre les 3 têtes de liste du second tour des élections, l'écologiste Jeanne Barséguian, Alain Fontanel, candidat de La République En Marche et de la droite, et la socialiste Catherine Trautmann. Parmi les thèmes abordés, les inégalités sociales, le logement, la sécurité et la pollution. Une des questions, par exemple, faut-il interdire le diesel en ville à partir de 2025? Écoutez les candidats. Il faut être pragmatique, il faut être concret. Et on ne peut pas avoir d'interdiction sans solution. On ne peut pas avoir de contraintes sans accompagnement. Aujourd'hui, on a un calendrier, mais on n'a aucune mesure d'accompagnement. Il faut mettre en place des aides financières pour l'achat de vélos à assistance électrique ou de vélos cargo. Aujourd'hui, si on impose tel que c'est prévu le changement des véhicules diesel ou des véhicules les plus anciens, eh bien, on va créer une véritable révolution dans les quartiers. Je le dis, les gens le prennent comme une façon de leur imposer des choix de vie et une impossibilité de pouvoir assumer financièrement une décision qui leur échappe. En 2020, le dogmatisme, il a changé de camp. Être dogmatique en 2020, c'est de rester cramponné aux vieilles manières de faire et de penser qu'avec des solutions qui datent du XXe siècle, on va résoudre l'urgence de notre époque. Donc il est évident qu'il faut conserver le calendrier qui a été voté. Voilà donc le thème de l'écologie et de la pollution au cœur de la campagne à Strasbourg. Vous l'avez vu. Merci Fanny Conqui, et voilà pour ce journal de la campagne municipale. On va commencer ce club des municipales. J'accueille ce matin sur le plateau Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour. J'accueille également Guillaume Doyen, directeur des rédactions de la Gazette des Communes. Bonjour Guillaume Doyen. Bonjour Alexandre. Et puis Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Bonjour. Alors déjà messieurs, une réaction à ce débat entre les candidats à la mairie de Strasbourg. On voit que c'est l'écologie qui structure véritablement le débat. Oui, c'est un enjeu majeur dans les grandes villes, pas seulement à Strasbourg. On aurait pu croire que la crise du Covid, le confinement et les conséquences, c'est-à-dire une crise économique, auraient fait baisser d'intensité les questions environnementales. C'est absolument pas le cas dans nos enquêtes. Une enquête faite à Paris montre que les enjeux sont exactement les mêmes, notamment la question du dérèglement climatique. Là, ce qui est assez intéressant, c'est cette triangulaire où la gauche est divisée, où le premier tour aurait pu donner une dynamique irrésistible pour la candidate Europe Écologie Les Verts. Et là, au contraire, on a une gauche fracturée et LREM qui s'est alliée avec les Républicains, sachant que c'est peut-être la seule ville où on peut dire qu'En Marche est un petit peu sortant, puisque Roland Ris ne s'étant pas représenté, M. Fontanel était le premier adjoint. Stéphane Robert, c'est la fracture de la gauche entre les écologistes qui s'illustre à Strasbourg. Parce que ce sont 3 héritiers de Roland Ris. Hein. On a Alain Fontanel qui était l'adjoint aux finances de Roland Ris. Catherine Trautmann, c'est l'ancienne maire de Strasbourg, c'est le Parti socialiste canal historique, si vous voulez, et la candidate des Verts, les Verts, c'était les associés des socialistes aux commandes. Donc il n'y a pas d'opposition là. C'est 3 candidats qui sortent de la même majorité. Et donc et donc l'adjoint aux finances Fontanel est passé à La République En Marche pour convenance personnelle ou électorale, voilà. Après, Catherine Trautmann a repris la main du socialisme au canal historique, et puis les Verts essayent. Et puis Strasbourg, c'est une ville qui est déjà sur le plan écologique, qui est très développé. Le vélo, il y en a partout à Strasbourg. C'est pas du tout une ville comme les autres, quoi. C'est très particulier ce qui est en Donc c'est en effet une guerre d'héritage. Guillaume Doyen, quand on voit l'alliance entre le candidat Alain Fontanel de La République En Marche et le candidat Les Républicains qui a fusionné dans sa liste Jean-Philippe Vetter, et en même temps la division des socialistes et des écologistes, c'est pas pragmatique pour la gauche, pour gagner Strasbourg. Non, mais alors là, Strasbourg, c'est le cas particulier où il n'y a pas eu d'alliance, un des cas où il n'y a pas eu d'alliance gauche écolo, et l'extrait qu'on a vu est vachement intéressant. On croit qu'on parle d'écologie dans cet extrait. En fait, on ne parle pas d'écologie, on parle de moyens de supprimer ou d'interdire le diesel. Le sujet qu'ils abordaient tous les 3, il est plus social. Ce que dit Mme Trautmann, c'est dans les quartiers. Elle dit dans les classes populaires de Strasbourg, comment ils vont faire. Et là, je pense que ça correspond en réalité à une évolution très rapide de la population des métropoles, une gentrification, etc. Donc il y en a qui peuvent
se l'offrir, d'autres qui vont avoir du mal à se l'offrir. Et c'est ce sur quoi, là, Catherine Trautmann, elle insiste, si vous voulez. Oui. Mais en réalité, on parlait pas vraiment d'écologie, là. On parlait en fait d'argent à ce moment précis. Oui, comment faire accepter les mesures écologiques, notamment par les classes populaires. Oui. On va maintenant parler de la campagne municipale à Montpellier, une campagne pleine de rebondissements. Et Frédéric Dabi, eh bien, IFOP et Fiducial publient un sondage pour le Midi Libre, la Gazette de Montpellier et Sud Radio. Tout à fait. Aujourd'hui, avec Mickaël Delafosse, le candidat socialiste qui, pour l'instant, est en tête. Oui, clairement, 40% d'attention de vote, c'est très proche de ce qu'on avait mesuré il y a 15 jours avec la Tribune. Alors, il fait le plein à gauche. La gauche a la possibilité, quelques années après Georges Frêche, 6 ans après Hélène Mandroux, de revenir à Montpellier. Ce qui est absolument frappant, c'est la difficulté du maire sortant, Philippe Sorel. Il était déjà en difficulté. Il ne fait que 19,2 au premier tour. C'est un des scores les plus faibles pour un maire sortant. Et puis, 5 points d'avance, c'est pas dans la marge d'erreur. Donc, on assume à l'IFOP de dire que Mickaël Delafosse est bien placé. Mais compte tenu de l'inconnu sur la participation, il peut y avoir une surmobilisation sur les abstentionnistes. Philippe Sorel en prend plus que les autres. Donc ça peut peut-être resserrer cet écart. Le fait majeur, et qui est même un cas d'école qui montre qu'une élection, c'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique, c'est le score assez modeste pour Moed Altrad, qui a réussi à rallier 3 candidats du premier tour. À eux 4, ils font presque 40%, mais dans cette enquête, ils n'obtiennent que 25%, puisque l'attelage est tellement incongru, iconoclaste, que les Montpelliérains ne s'y retrouvent pas. Et ce sondage est d'ailleurs à la une du Midi Libre ce matin. Stéphane Robert, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette élection montpelliéraine. Montpellier, ça a toujours été un cas particulier, franchement. Delafosse, c'est le lapin qui sort du chapeau. Enfin, voilà, il a fait combien, 15, 16% au premier tour, et il se retrouve 17 bon, favori. Bon, Sorel avait des difficultés, on le savait, c'était les écologistes qui étaient favoris, sauf que les écologistes, ils sont partis en ordre dispersé. Il y avait 3 listes chez les écolos. Bon, c'était eux qui étaient annoncés il y a encore quelques mois comme pouvant remporter Montpellier. Puis Moed Altrad, c'est vrai qu'il fait des alliances. Enfin, comment est-ce que c'est crédible, ça? C'est pour ça que Frédéric Dabi disait 40% arithmétiquement parlant, ça se transforme en 25% en intention de vote dans l'enquête qu'il a réalisée. C'est une ville singulière quand même, Montpellier. Delafosse, bon, c'est les socialistes. J'avais parlé de la campagne la plus folle de France au premier tour, compte tenu de l'éclatement, compte tenu de la division des écologistes, compte tenu de la présence d'un humoriste, Rémi Gaillard, qui a quasiment fait 10%. Il y a beaucoup et puis de Moed Altrad qui est entré dans le jeu politique. Effectivement, il faut se rappeler que les écolos ont changé de candidat officiel à 1 mois et demi ou 2 mois du premier tour. C'est complètement fou ce qui s'est passé là-bas. Et effectivement, avec cette alliance improbable entre le chef d'entreprise Moed Altrad et puis l'ancienne candidat La France Insoumise, également une ancienne écologiste, Guillaume Doyen, c'est un peu inquiétant pour l'électorat montpelliérain d'avoir cette offre politique. Alors, c'est inquiétant qu'une campagne soit aussi loufoque au point de porter finalement au pouvoir des gens qui n'auraient pas dû l'être si les partis s'étaient comportés de manière un peu plus raisonnable, adulte, en parti politique. Donc tant et si bien que l'offre politique aujourd'hui pour laquelle ils doivent se déterminer est finalement pas du tout celle qui aurait dû être. Et quel sera le résultat de ça, non seulement pour la ville de Montpellier, mais pour la métropole de Montpellier et pour la mise en œuvre ensuite d'une politique quand même qui doit être un peu plus grande que celle de l'échelle strictement municipale, mais intercommunale. Donc oui, c'est pas bon pour eux finalement. Alors de Montpellier, on part à Poitiers, retrouver nos partenaires de la Nouvelle République avec Baptiste Bise, directeur de la rédaction de la Nouvelle République dans le département de la Vienne. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, ce matin, d'abord, dans la Nouvelle République, eh bien, vous donnez la parole à un témoin de la Seconde Guerre mondiale qui avait 5 ans en 1940, et on parle de la fameuse ligne de démarcation. C'est ça. Aujourd'hui, dans les éditions de la Vienne, de la Nouvelle République et de Centre Presse, on a fait le choix de revenir sur un douloureux épisode de notre histoire. Dans le mois de juin 40, on a pris l'habitude de commémorer l'appel du général le 18 plutôt que l'instauration de la ligne de démarcation qui a coupé le département de la Vienne et la France en deux, entre la zone occupée et la zone libre, le 25 juin de cette année 40. C'est sur cet événement que l'on revient ce matin grâce au précieux témoignage de Camille Robin à Pleumartin, à l'est de Châtellerault. Camille avait 5 ans, comme vous le disiez, en 1940. Mais certaines images de ces 3 années d'enfance passées le long de la ligne de démarcation sont restées gravées dans sa mémoire. Il faut dire que cette ligne, elle traversait le jardin de la ferme familiale. La ligne, dit-il, c'était des poteaux plantés dans la campagne d'1,50 m de haut, peints en blanc, entourés de 2 ou 3 tours de barbelés noirs, jaunes et rouges. Non, pas jaunes,
Noir et rouge seulement, se souvient Camille. Entre les poteaux, il n'y avait rien. La ligne de démarcation, c'était une ligne imaginaire. Camille Robin rapporte des anecdotes plutôt drôles. Sa grand-mère, qui ramassait ses patates comme si de rien n'était, de part et d'autre de la ligne, s'amusait à dire « Aujourd'hui, c'est des pommes de terre » ou « Aujourd'hui, c'est des Kartoffeln ». Il raconte aussi avoir appris par la suite que cette même grand-mère faisait passer des clandestins le soir, tandis que sa mère invitait les sentinelles allemandes à manger une soupe à la maison. Elle racontait qu'elle n'avait jamais vraiment eu peur, dit-il. Elle avait toujours sur elle un petit sac de poivre à jeter au visage des nazis au cas où ils l'auraient arrêté. Et puis Baptiste, vous revenez aussi sur la soirée des Molières qui s'est déroulée hier soir. Oui, mais d'abord, je vous avoue que j'ai bondi hier en voyant apparaître dans mon fil d'actualité sur Facebook un article d'un média national avec ce titre « Le patois de Vendée nommé aux Molières ». Alors rappelons que la Vendée est avec les Deux-Sèvres et la Vienne, l'un des 3 départements issus de l'ancienne province du Poitou. Ensuite, précisons que le Poitevin-Saintongeais est la langue régionale du Poitou et des Charentes, pas un simple patois de Vendée. Son plus grand ambassadeur est le conteur Yannick Jolin, qui a créé le festival du Nombril du Monde à Pougnérisson dans les Deux-Sèvres. Hier soir, Yannick Jolin était donc l'un des 4 artistes nommés dans la catégorie seul en scène avec son spectacle « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour ». Alors au final, il n'a pas reçu le prix qui est allé à Pierre Richard, mais sa nomination était déjà pour lui une immense reconnaissance. Sa réaction est à lire ce matin dans les éditions de la Nouvelle République des Deux-Sèvres et de la Vienne. « Je suis comblé de la tribune pour ce spectacle. C'est formidable aussi que ce soit le premier spectacle traitant des langues minoritaires nommé aux Molières », confie-t-il au journaliste de notre rédaction de New York qu'il a retrouvé à Rennes hier soir. Le microcosme parisien ne peut pas voir tous les spectacles, alors il vote pour la notoriété. Ça ne l'effleure pas, cette importance de la singularité de ces langues, mais je sais pourtant que chez beaucoup de gens en France, ça aura un écho. Et puis Baptiste, on parle des municipales à Poitiers et des 3 candidats qui se sont qualifiés pour le second tour. Oui, un mot pour finir sur le second tour de l'élection municipale à Poitiers, qui opposera 3 candidats dans une triangulaire un peu banale ce dimanche, puisqu'on retrouve 3 candidats plutôt marqués à gauche et avec un programme écologiste fort. Alors une candidate écologiste de 30 ans qui s'appelle Léonore Monconduit, un candidat macroniste de 32 ans, Anthony Brottier. Il se retrouve face au maire socialiste sortant de 71 ans, Alain Claës. Pas banal non plus, puisque le maire PS sortant pourrait être réélu par une partie de l'électorat centriste. Plusieurs marcheurs de la première heure de la Vienne sont sur sa liste, mais aussi avec une partie des voix qui étaient allées à la liste Les Républicains au premier tour. Durant la campagne de l'entre-deux tours, Alain Claës a reçu le soutien d'un des 2 députés La République En Marche de Poitiers, Jacques Savatier. Et l'autre député La République En Marche, Sacha Houlié, a poussé une partie des responsables locaux de la droite dans les bras du maire PS, en déclarant qu'il n'y avait pas d'accord possible avec les Républicains à Poitiers parce que de nombreuses personnes présentes sur la liste LR avaient tenu des propos racistes, homophobes et xénophobes. Le tollé provoqué à droite par ces déclarations a clairement profité à Alain Claës. Reste à savoir s'il y aura ou non une vague verte dimanche. Au premier tour, la candidate écologiste n'est arrivée que 4 points derrière le maire sortant et elle dispose du réservoir des voix de l'autre liste écologiste qui avait obtenu près de 10% des voix au premier tour. Mathématiquement, tout est possible à Poitiers. Les jeux sont loin d'être faits. Et les jeux ne sont pas faits à Poitiers. Merci beaucoup Baptiste Bise pour toutes ces explications. Et on va revoir les unes de la Nouvelle République et de Centre Presse qui sont consacrées à la commémoration de la création de la ligne de démarcation en 1940. Merci beaucoup Baptiste Bise. Messieurs, un mot sur la campagne municipale à Poitiers. Finalement, le maire PS, Alain Claës, peut encore perdre la ville. Ah oui, c'est extrêmement incertain. Il est maire depuis 12 ans. C'est une figure locale. Il est député depuis les années 90. Quand on voit l'arithmétique, elle ne lui est pas favorable puisqu'il y a des réserves de voix pour Europe Écologie Les Verts. Surtout son score de premier tour est, même s'il arrive en tête, ça peut créer une dynamique, il est particulièrement faible par rapport à ses 35% de 2014, ou même en 2008, il avait été élu au premier tour. Là aussi, il y a peut-être intra-gauche, il y a toute une série de villes où ça se passe comme ça. Il y a aussi un affrontement à Lille, par exemple, PS Europe Écologie Les Verts. Ça peut être un vote élevé qui peut être une sorte de levier pour dégager. Un vote dégagiste, notamment de socialistes installés depuis longtemps. Mais pourtant, il y a eu la crise sanitaire. Les maires sortants ont été aux manettes encore pendant quelques mois. Donc, il ne devrait pas y avoir de dégagisme dans cette élection municipale. Stéphane Robert. Oui, enfin, c'est ce que disait Frédéric Naby. Il y a quand même il fait un score assez faible au premier tour. On voit qu'il était contesté. Les enquêtes d'avant premier tour donnaient la candidate écologiste un résultat moins important que ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire que
que voilà, elle a bénéficié d'une dynamique. Il y a des réserves de voix, une dizaine de pourcents de réserves de voix, même si avec l'autre liste qui provient de l'autre liste écologiste qui n'a pas pu se qualifier au deuxième tour, même si elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord, il y a des réserves de voix qui sont là. Alors effectivement, ce qui a changé entre le premier tour et le deuxième tour, c'est qu'il y a eu, avant le premier tour, une campagne qui était très axée sur l'écologie. Il fallait planter des arbres dans le centre-ville de Poitiers. Il a été dénoncé la bétonisation de Poitiers. Là, ce qui a changé, c'est la gestion de la crise sanitaire. Et il y a eu un débat, je crois, il y a quelques jours, où on a vu même la candidate écologiste saluer la gestion de crise et puis réorienter un petit peu son discours en disant qu'il allait falloir faire face à la crise économique qui se prépare. Donc on était sur un discours moins écologiste. Donc là ça a changé. Ça peut bénéficier un petit peu à Alain Claes, mais le second tour reste très 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 incertain et n'est pas favorable, a priori sur le papier, au maire sortant. Guillaume Doyen, est-ce que ce débat un peu plus social à la sortie de cette crise sanitaire peut freiner un peu la poussée verte, notamment à Poitiers ? Non, moi je pense pas. D'abord, je pense pas qu'il y ait de dégagisme actuellement. Évidemment, on s'intéresse, nous, aux endroits où ça peut basculer, où va y avoir des surprises. Mais globalement, au premier tour, donc avant le confinement, il y avait 30 000 élections qui ont été acquises immédiatement. Et dans les 5 000 qui restent, il y aura quelques surprises, dont Poitiers, éventuellement. Mais si vous voulez, le reste, ça va quand même rouler. Rennes, Nantes, Paris, que sais-je, il n'y a pas des surprises très grandes à attendre là. Donc, oui, Poitiers peut-être, mais je vois pas devant nous une vague dégagiste. En revanche, on voit une installation assez forte quand même quand ça se répand vers l'écologie ou l'écologisme ou un discours écologiste qui est de plus en plus puissant dans tous les partis. Vous parliez de Rennes, et bien justement, on y va, puisque ce midi, en direct sur Public Sénat, nous diffusons le débat des candidats à la mairie de Rennes. Et d'ailleurs, pour en parler, nous sommes avec Stéphane Beignet, directeur de l'information de TV Rennes, qui organise ce débat en partenariat avec Public Sénat et Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors comment se profile ce second tour à Rennes ? Alors il ne faut jamais insulter l'avenir, on dit toujours qu'une élection reste une élection, mais vraiment une majorité est quelque chose de complètement favorable en ballottage pour la maire sortante Nathalie Appéré, maire Parti Socialiste qui avait totalisé 32,78%. Et sachant que EELV Les Verts avec Mathieu Théory arrivé en seconde position avec 25,37%. Et lorsque l'on sait encore que ces deux partis travaillent ensemble depuis 6 ans, qu'ils avaient dit avant le 15 mars que très certainement une alliance se ferait au second tour, alliance qui est effective, eh bien on voit aujourd'hui que Nathalie Appéré arrive vraiment avec 50,815% eh bien des suffrages si on cumule les deux principales listes. Alors ils étaient 9 candidats au début, il en restait 4, donc Nathalie Appéré et Mathieu Théory ont fusionné. Eh bien face à eux, il va y avoir la représentante de La République En Marche, Carole Gandon, qui a totalisé un tout petit score, 14,29%. Et puis Charles Compagnon, le représentant d'Hiver Droite, qui lui est arrivé avec 12,21%. Voilà la triangulaire présentée tout à l'heure à partir de 12h30 en direct. Et quel va être l'enjeu de ce débat ce midi ? Alors il y aura forcément une première question sur les alliances effectives à gauche, pas d'alliance entre La République En Marche et le candidat de la d'Hiver Droite, et puis nous parlerons déplacements d'où notamment avec Nathalie Appéré qui a souhaité mettre en place pour favoriser le déconfinement eh bien des vélorues, c'est-à-dire des axes très structurants réservés aux vélos. Donc on va en parler. Elle dit que c'était le moment pour lancer ceci. Évidemment, c'est contesté chez ses opposants. Nous allons parler urbanisme aussi, parce que Rennes est une ville attractive, qui accueille, qui attire, et au cœur des discussions, une tour que l'on appelle la tour Samsic, haute de 26 étages, 90 mètres, qui fait là aussi discussion. Et puis dans les thèmes, les quartiers avec des incivilités à Rennes, mais j'aurais tendance à dire un peu comme partout. Et puis, dernier cheminement, peut-être une question qui sera intéressante, parce que depuis le premier tour, la Covid-19 est passée par là, et on demandera avec Oriane Mancini, avec également Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France, si cette crise sanitaire va avoir une incidence sur les programmes proposés par les 3 candidats
en lice et on aura grand plaisir à vous retrouver depuis la capitale bretonne à partir de 12h30. Merci beaucoup Stéphane Beignet. Oui, on le rappelle, débat des candidats à la mairie de Rennes à 12h30, diffusé sur Public Sénat en partenariat avec TV Rennes et Ouest de France. Merci beaucoup Stéphane Beignet pour toutes ces explications. Et justement, on va parler de cette campagne à Rennes. Rennes, finalement, c'est l'exemple d'un bastion socialiste, écologiste, qui est solide et qui va rester dans le giron de la gauche. Oui, c'est clair que Stéphane Beignet a très bien présenté la situation. C'est très favorable à la liste Appéré soutenue par Europe Écologie Les Verts. Alors, c'est vrai que je nuance un peu ce que j'ai dit. Il y a du dégagisme peut-être générationnel, mais vous l'avez très bien dit, l'élection municipale, c'est l'élection de la stabilité. La règle, c'est reconduire les sortants et ne pas les sortir. Quand on regarde dans toute une série de villes, on voit que les socialistes, lorsqu'ils se sont représentés, ont contenu la poussée Europe Écologie Les Verts. C'est le cas à Paris, où Anne Hidalgo fait trois fois plus de voix que David Bayard. C'est le cas également à Rennes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Brest avec M. Cuyandre. Donc les endroits où Europe Écologie Les Verts ont des fortes chances de gagner la ville sont des endroits où le maire sortant ne s'est pas représenté. Strasbourg, Lyon, Besançon, etc. Donc là, sur Rennes, il y a quand même assez peu d'enjeux compte tenu de l'avance arithmétique entre le bloc de gauche et LREM versus divers droite. Et Stéphane Robert, quand on regarde quand même ce premier tour à Rennes, la socialiste à 32%, la maire sortante, l'écologiste à 25%, il y a quand même eu une véritable poussée verte à Rennes. Oui, comme dans beaucoup d'endroits, il y a eu une poussée verte, même si les écologistes ne sont pas en mesure de l'emporter dans un très grand nombre de villes, il y en a quelques-unes, mais il y a une poussée verte dans l'électorat. Et donc, ça va inciter, si vous voulez, à travers des alliances qui sont faites comme ça, les Verts ont vu qu'ils étaient deuxièmes, ils font alliance comme ils l'avaient fait auparavant. Et finalement, on se retrouve avec un bastion socialiste du socialisme municipal qui n'est absolument pas menacé. C'est comme à Nantes, vous avez le même cas de figure à Nantes et à Rennes. Vous avez une socialiste qui a grandi dans l'ombre des maires sortants et puis qui est devenue maire elle-même, qui a fait alliance avec les écolos et puis qui se retrouve à gérer la ville et qui va vraisemblablement continuer à gérer la ville. Nantes, c'est pareil. Vous avez Johanna Roland qui a grandi dans l'ombre de Jean-Marc Ayrault, qui a pris sa succession, qui a fait alliance avec les écologistes au mandat précédent et qui refait alliance de la même manière avec des scores qui sont similaires. Hein. Donc ça, ce sont des bastions. Ils sont indétrônables pratiquement, en tout cas pour aujourd'hui. Il y a une poussée socialiste qui va faire en sorte qu'on va peut-être, parce que les responsables politiques qui vont être aux manettes demain voient bien qu'il va falloir prendre en compte ces aspirations-là. Donc il va y avoir des politiques peut-être qui vont aller un peu plus loin que ce qu'ils avaient fait jusqu'ici. C'est ça qui peut vraisemblablement se passer. Guillaume Doyen, ces bons résultats qui s'annoncent en tout cas pour les socialistes et les écologistes, ça peut influer sur la politique nationale ? Oui, ça peut influer sur la politique nationale, mais parce qu'effectivement, le verdissement du discours, les très bons résultats des écolos dans ces villes, etc. Mais il y a une chose, c'est que ces villes socialistes ont mené des politiques d'attractivité qui ont modifié véritablement la structure de leur électorat, qui ont gentrifié leur population. Et je serais curieux de savoir qui vote aujourd'hui EELV dans ces grandes villes-là, Nantes ou Rennes. Je me demande tout simplement si, en réalité, ça n'est pas la bourgeoisie récemment arrivée qui n'est pas en train de pousser dehors les socialistes à l'ancienne, quoi. Alors c'est tout à fait juste ce que vous dites. Quand dans des villes où il y a une opposition EELV-PS, j'ai Lille en tête, les catégories moyennes et populaires voteraient massivement pour Martine Aubry, c'est un sondage IFOP pour La Voix du Nord, et les catégories bourgeoises, classe moyenne plutôt supérieure, voteraient clairement pour Europe Écologie Les Verts. Là, il y a un vrai enjeu de participation puisque les catégories populaires voteront sans doute moins que ces catégories moyennes et supérieures. Ah, donc la bourgeoisie est plutôt séduite par le vote vert. Dans ces grandes villes. Dans ces grandes villes. Oui. Alors, il y a des cas où c'est pas le cas. À Paris, au premier tour, Anne Hidalgo, parce qu'elle a mené une politique très très écologique, a eu le soutien et des catégories populaires et de ces catégories supérieures. Messieurs, bien sûr. Messieurs, on va voir ce qu'il y a dans notre presse régionale. Aujourd'hui, c'est la revue de presse de Fanny Conquis. Et Fanny, qu'est-ce qu'il y a à la une de nos journaux régionaux ce matin ?
Oui, bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec l'Est républicain qui consacre sa une à la chasse aux procurations. Pour éviter une trop forte abstention et ainsi mobiliser les électeurs dimanche pour le second tour des municipales, une des solutions, bien sûr, c'est de faciliter les procurations. Mais l'objectif est louable, mais le sujet fait débat. C'est à lire ce matin dans l'Est républicain. À la une de l'Indépendant, les municipales, toujours. Et le journal revient sur le débat hier organisé entre les deux candidats à Perpignan, le maire LR sortant Jean-Marc Pujol et le député RN Louis Alliot. Un débat organisé par Via Occitanie et l'Indépendant. Plainte contre plainte, titre le journal. En effet, la confrontation se déplace sur le terrain judiciaire avec des actions en justice d'un camp et de l'autre. Les explications à lire donc ce matin dans l'Indépendant. On poursuit avec Presse Océan et ces trois femmes, les trois candidates à la mairie de Nantes, elles aussi ont débattu hier. C'était sur Télé Nantes en partenariat avec Presse Océan et Ouest France. Alors que faut-il retenir de leurs échanges? Vont-elles mobiliser dimanche? C'est à la une de Presse Océan ce matin. Et puis on termine avec l'Écho républicain. Et là, il n'est pas question des municipales, mais de la crise du coronavirus. Et cet espoir, cette perspective, peut-être après la crise, la croissance. L'après-crise, en effet, pourrait être l'occasion pour l'Eure-et-Loire de capitaliser sur ses atouts pour renforcer son attractivité, sa compétitivité. Comment le territoire peut tirer son épingle du jeu en attirant entreprises et habitants? Réponse et analyse dans l'Écho républicain. Merci beaucoup Fanny pour cette revue de la presse régionale. On parlait à l'instant des écologistes dans les grandes villes. Frédéric Dabi, comment ça va se passer à Lyon? Est-ce que les écologistes vont séduire l'électorat lyonnais? Vous avez un sondage sur cette élection. C'est un sondage non pas sur Lyon mais sur la métropole de Lyon, coupée en 14 circonscriptions. Et clairement, il y a une dynamique en faveur d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche unie qui serait en tête avec 37%, devançant les listes soutenues par Gérard Collomb et les Républicains à 32%. Soyons extrêmement prudents. C'est une projection globale sur 14 circonscriptions. Ce sondage ne veut pas dire que la métropole va tomber irrémédiablement en faveur d'Europe Écologie Les Verts. Il y a le président actuel qui s'est présenté contre Gérard Collomb, David Kimmelfeld, qui obtiendrait 26%. Là, dans ce cadre-là, le troisième tour va être absolument essentiel et un sondage ne peut rien dire là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est de voir une part assez importante de l'ordre d'un tiers d'électeurs Gérard Collomb premier tour qui refusent l'alliance avec les Républicains de François-Noël Buffet et qui choisit Kimmelfeld. Il faisait que 12 ou 13% au premier tour, il fait quasiment, il faisait 16, pardon. Il fait 10 points de plus que son score de premier tour et qui vont également à gauche. Stéphane Robert, est-ce que Gérard Collomb est en train de perdre son pari avec cette alliance avec les Républicains? On voit bien que de s'allier avec les opposants de la veille, ça paraît compliqué. Vous voyez, on parlait de Montpellier tout à l'heure. Altrad s'allie avec des gens, a priori, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'il peut proposer. On voit ce que ça donne arithmétiquement parlant. On passe de 40 à 25. Lyon, c'est pareil pour Collomb. Il y a un certain nombre, une partie de l'électorat qui va dire non, c'est pas ça, c'est pas possible. Pardon. C'est Laurent Wauquiez il a négocié avec Laurent Wauquiez directement. Regardez à Strasbourg, c'est pareil. Le risque, il est là aussi pour Fontanelle qui s'est allié à la droite. Il y a une partie de l'électorat qui a dit c'est pas possible. C'était nos ennemis pendant 30 ans d'hier. Pour Collomb à Lyon, c'est la même chose. Il y a une partie de l'électorat qui va le suivre, certes, mais il y a une partie de l'électorat qui va refuser. Reste à savoir dans quelle proportion. Et pourtant, Guillaume Doyen, à Lyon, il y a une certaine proximité entre Gérard Collomb et François-Noël Buffet, le candidat des Républicains. Ils ont déjà gouverné ensemble. Oui, parce que les alliances locales le permettent. Et puis Collomb a bifurqué à droite il y a un certain temps déjà. Comme homme de gauche, c'est pas celui que je citerai en premier, si vous voulez. Mais là-dedans, dans la confusion que vous dépeignez là, ça me faisait penser l'histoire de Montpellier finalement. C'est au fond l'électeur. Comment peut-il s'y retrouver, si vous voulez, dans cette énorme confusion, c'est presque un peu cocasse ou malheureux ce qui est en train de se passer. Ce sont des alliances totalement étranges qui se nouent là. Et aujourd'hui, finalement, la question qui se pose, c'est quand on demandera à un électeur si son maire est de droite, de gauche ou quoi, je ne sais pas s'il pourra y répondre vraiment à ça. Et pourtant, Frédéric Dabi, ces alliances LREM, LR, est-ce que ça ne clarifie pas un peu plus le clivage gauche-droite? Oui et non. Déjà, elles ont un but dans de très nombreux endroits. Lyon, Strasbourg, c'est
éviter qu'Europe Écologie Les Verts prenne la ville. C'est vraiment le ciment de l'alliance LREM-LR. Maintenant, où je vois une certaine clarification, c'est que c'est en convergence avec ce qui s'est passé aux élections européennes, où une part importante de l'électorat de droite historique a voté pour En Marche, et ce que l'on voit dans les enquêtes d'opinion au national, où toutes les réformes macroniennes sont soutenues par ce que j'appelle une sainte alliance entre sympathisants de droite et sympathisants d'En Marche. Il y a une convergence sur le plan, notamment pour Lyon ou ailleurs, de l'attractivité économique. C'est vrai que en termes de clarté pour les lecteurs, je partage complètement ce que Guillaume Doyen a dit, c'est relativement compliqué. On finit par la une, Guillaume Doyen, de la Gazette des communes cette semaine, avec un dossier consacré à la police municipale et ces agents de la police municipale qui sont très sollicités. Oui, c'est tout. Il y a 23 000 agents aujourd'hui en France, ils ne sont pas si nombreux que ça, la moitié sont armés, et ce sont des fonctionnaires municipaux qui sont extrêmement recherchés par les collectivités locales, et dont d'ailleurs les compétences sont en train d'augmenter, notamment en matière de contrôle routier. Donc ils sont en train de devenir dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité des personnels et des personnels de plus en plus importants. Et les policiers municipaux ont le vent en poupe. Merci messieurs d'avoir participé à ce club des municipales. C'est la fin de cette émission et je vous donne rendez-vous à 12h30 pour le débat des candidats à la mairie de Rennes, diffusé sur Public Sénat en partenariat avec TV Rennes et Ouest France, et animé notamment par Stéphane Beignet et Oriane Mancini. Je vous souhaite une très belle journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.